Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, Audrey, notre regard commence sur l'international parce que Donald Trump a annoncé un accord de désarmement complet du Hamas à Gaza. Oui, c'est survenu en fin de journée, fin d'après-midi, hier. Accord historique qui a été conclu dans le conflit entre le Hamas et le gouvernement israélien. C'est Donald Trump qui l'a annoncé sur son réseau social comme il a l'habitude de le faire. Il a annoncé que son conseil de paix était parvenu à une entente sur le désarmement complet du Hamas et des autres groupes armés à Gaza. Il y avait des négociations là, qui se tenaient depuis des semaines en Égypte pour mettre en œuvre cette deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entré en vigueur en octobre dernier. L'accord prévoit donc qu'Israël va quitter la bande de Gaza une fois que le Hamas va être désarmé. Il y a des responsables du mouvement islamiste qui ont confirmé la nouvelle. On a précisé quand même qu'on compte sur les médiateurs et le Conseil de paix pour obliger Israël à respecter les termes de l'entente. Laissez-moi vous dire que c'est pas fait cette histoire-là. J'ai vu la manchette et je me faisais la réflexion effectivement dans un contexte où Israël n'est pas du tout favorable à première vue à cet accord-là. On peut déjà s'attendre à ce que la suite des choses dans un avenir plus ou moins rapproché capote. Parce que là, on se donne un échéancier entre 200 et 300 quelques jours. Donc, c'est pas demain que le Hamas sera désarmé. Alors, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts, il peut se passer bien des choses avec déjà une réticence d'Israël. Tout comme Israël avait aussi une réticence dans tout ce qu'on a tenté de négocier en termes de paix pour la guerre en Iran qui nous occupe présentement. Bon, c'est une opération qu'on a suivie d'heure en heure depuis le meurtre de cet adolescent de 16 ans. C'était à Shawinigan en fin de semaine. Son père, qui était le principal suspect dans cette histoire-là, un schizophrène qui ne prenait plus ses pilules, s'était volatilisé. Il est resté plusieurs jours dans le bois. Il a finalement été capturé par les policiers. Et là, il comparaissait une première fois, Audrey. Oui, hier, Philippe Benoît, 41 ans, qui a comparu devant les tribunaux par visioconférence depuis son lit d'hôpital. On dit qu'il était dans un état stable, mais sous surveillance policière. Il est accusé de meurtre au premier degré de son fils et il a plaidé non coupable, devra se présenter devant les tribunaux en septembre prochain. Il risque la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et là, c'est un juge qui va décider s'il va être remis en liberté en attendant son procès, parce que ça va pas de soi là, lors d'une accusation pour meurtre au premier degré. Je peux déjà m'opposer à sa libération, s'il vous plaît? Mais il devrait rester en prison, mais c'est le juge qui va prendre la décision. Parce qu'évidemment, meurtre premier degré, c'est la pire infraction du code criminel. Et là, je vous parlais hier de cette enquête du bureau d'enquête indépendante qui a été déclenchée. On en a appris un peu plus au cours des dernières heures. En fait, les policiers ont dû tirer sur le suspect pour le maîtriser parce qu'il aurait chargé les policiers avec un couteau. Ils ont donc ouvert le feu dans sa direction. Et ce qu'on a appris également, c'est nos collègues de l'agence QMI qui ont appris qu'il était caché dans un buisson quand les policiers sont passés près de lui sans l'apercevoir. Et là, le BEI va enquêter évidemment sur les circonstances de tout ça. Mais tu sais, ça démontrait toute la dangerosité de cet homme-là, tu sais, qui clairement là, a perdu la carte, perdu contact avec la réalité pour commettre un geste comme ça. Et même dans sa fuite, tu sais, on l'avait dit, puis on avait abordé aussi la question avec Roger Ferland, cet ex-policier, ami de l'émission, qui vient souvent nous analyser certaines opérations comme ça et dit attention, là. Tu sais, ce gars-là, de un, a des aptitudes pour survivre en forêt. Il a réussi à très bien le faire pendant quelques jours. Et ce gars-là, il est dangereux encore, parce que plus les journées passent, plus il va se sentir un peu comme un animal traqué. Puis, visiblement, son couteau, il l'avait encore. Il l'avait encore sur lui. Et quand on a vu hier cette nouvelle-là tomber sur l'enquête du BEI, on s'est dit, OK, parfait. Parce que les policiers, au moment de l'arrestation, puis notre collègue Kevin Crane Desmarais nous l'a fait vivre là, pratiquement en direct, là, de minute en minute, lorsque ça s'est produit. T'sais, on n'avait pas les circonstances également là, entourant cette arrestation-là. Là, ce qu'on comprend, effectivement, c'est que le gars est encore extrêmement agressif, fonçait sur les policiers avec son couteau, donc il était armé. Chapeau aux policiers qui ont réussi à le maîtriser, puis qui ont réussi à l'atteindre, mais sans le blesser mortellement. Alors, ce gars-là va pouvoir faire face à la justice. Reste à voir maintenant, est-ce qu'il va être apte à subir son procès? Là, il était apte à comparaître une première fois, mais selon les échos qu'on avait, il avait l'air stoïque, il avait pas l'air tout là. Moi, j'ai quand même hâte de voir. Là, c'est un dossier qui revient cet automne là, devant la cour, mais j'ai quand même hâte de voir, moi, est-ce qu'encore une fois, on va être face à une situation de « Ah, mais non ».
était non criminellement responsable. Il y avait 1001 drapeaux rouges. Tout le tableau de bord clignotait, là. Prenait plus ses pilules. Schizophrène. Pensait être surveillé par les francs-maçons. L'Organisation mondiale de la santé pensait qu'il y avait une puce dans le cerveau. Il était connu quand même là, des milieux judiciaires parce qu'il avait fait face à la justice pour menaces envers son ex-conjointe et son fils maintenant décédé en 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a quand même un historique. Alors moi, je continue. J'ai hâte qu'on puisse être en mesure de nous fournir des réponses là-dessus. Est-ce qu'on est... Tu sais, à mon sens, on est encore une fois face à une mort qui aurait pu être évitable si on avait donné l'encadrement nécessaire à quelqu'un qui était clairement en perte de contact avec la réalité. On continue de suivre la progression de la rage du raton laveur parce que là, hier, c'était une transmission raton laveur à un chat errant. Mais là, il y a du nouveau dans cette histoire-là. Là, parce c'est inquiétant. Ben oui, c'est inquiétant parce que ce fameux chat errant-là, qui a eu la rage, a mordu 3 personnes, 3 humains. Oui, 3 personnes mordues par ce chat errant atteint de la rage. Une femme qui sortait de chez elle là, pour aller porter les poubelles, si je ne m'abuse. Elle s'est fait attaquer par le chat à 2 reprises. Elle a appelé 911. Il y a un ambulancier qui est arrivé et s'est fait mordre lui aussi par l'animal une fois arrivé sur les lieux. Il y a un enfant qui fait partie des victimes aussi et les 3 personnes sont en Montérégie. Heureusement, là, ils ont tous reçu un traitement préventif après avoir été mordus parce que ça peut prendre plusieurs semaines avant l'apparition des symptômes, mais c'est quand l'apparition des symptômes que là, ça devient extrêmement dangereux parce que c'est mortel à 100%. Donc, il y a ce traitement préventif qu'on doit prendre lorsqu'on pense avoir été en contact ou encore mordu par un animal qui pourrait être touché par la rage. Le félin avait été attrapé, euthanasié la semaine passée. Il y a une analyse qui a été effectuée sur la bête qui a permis de confirmer qu'elle était porteuse du virus. Et depuis le début de l'année, là, c'est 118 nouveaux cas de rage du raton laveur qui ont été confirmés au Québec, 212 depuis le début de l'épidémie en décembre 2024. Et je le disais d'entrée de jeu, ça commence à inquiéter cette propagation rapide de la rage, surtout pour les humains, après ces 3 personnes là, qui ont été mordus. Mais c'est que la rage est mortelle. Voilà. Il y a des traitements qui existent. On en parlait hier, nous, dans l'émission avec Joanie Lamoureux, puis elle, ce qu'elle disait, puis il y en a plein qui nous textaient aussi sur la messagerie, que quelqu'un qui a la rage, là, qui attrape ce qui est mordu, il y a des chances de survie, mais il faut que ça soit pris vite, puis c'est des traitements qui en finissent plus de finir. Là. C'est des millions de doses, millions, j'exagère bien évidemment, mais pour que la personne reste en vie, c'est ça qui inquiète autant, c'est que c'est mortel, oui, pour les animaux, mais l'humain aussi. Ouais. Mais il y a quand même des cas qui fascinent la science. Regardez Benoît Dutrisac qui se porte très bien aujourd'hui. Lui a la rage depuis plusieurs années. Plusieurs années qu'il vit avec ça. Non, mais blague à part, moi, cette semaine, là, plus que jamais, on se lève aux petites heures pour venir travailler. Là, moi, tu sais, quand je sors, là, ça m'arrive de voir toutes sortes d'animaux, mais là, je fais aller mes clés un peu pour essayer d'éloigner tout raton laveur ou peu importe où chat est. Une moufette aussi, petit. Il y a des moufettes, puis là, ils sont en contact eux aussi avec. Mais sauf que Joanie nous disait qu'à chaque année, c'est le gouvernement qui fait ça. Ils envoient des espèces de vaccins en nature. Là, oui, c'est vrai. Fait que ça me rassurait quand même de savoir qu'ils font ça souvent, puis il y en a beaucoup. Mais moi, je trouve qu'avant, l'été, j'adorais ça. Mais maintenant, il y a les ratons, les tiques, le soleil. C'est comme si c'est devenu tellement compliqué de profiter de l'extérieur. C'est gossant. Bon, dans le cas, puis ça, tu l'as tellement bien dit, Isabelle, c'est parce que à partir du moment où les symptômes se développent, on est fait. Non, mais c'est parce que là, c'est pour ça qu'il faut prendre ça rapidement. Faut pas niaiser avec ça. Là. Puis le journal, nos collègues l'expliquent très bien. Là, OK? Fait que si, exemple, ça arrive, OK? Faut nettoyer la morsure ou la griffure avec de l'eau et du savon pendant de 10 à 15 minutes. Après ça, là, c'est sûr qu'un médecin peut nous donner un traitement, là, un traitement, une vaccination post-exposition, un traitement antibiotique. Puis à ce moment-là, on est correct. C'est juste que là, ça nous arrive toutes, là, des fois, de dire, rien là, ça va passer. Dans le cas de la rage, on peut pas, là. On peut pas faire ça. Là, il y a beaucoup, quand on regarde la progression, là. Tu sais, quand on regarde le nombre de cas, là, depuis le début de l'année, 118 nouveaux cas de rage du raton.
confirmés au Québec. On est à 212 depuis le début de l'épidémie. Il faut remonter à décembre 2024. Alors, il y a une certaine accélération, là, présente. Puis la rage, ça se manifeste pas seulement avec un animal qui a l'air fâché ou en colère. Là. Des fois, c'est juste sa démarche qui va être erratique. Un raton qui avance, par exemple, sur une voiture, qui marche tout croche, qui a de l'écume. Il y a différentes façons que la rage peut se manifester. Un peu comme moi le vendredi après-midi, après quelques... T'as de l'écume? Non, j'ai pas d'écume. Il marche un peu croche. C'est vendredi quand même. Bon, la prochaine nouvelle, ça, honnêtement, j'en revenais pas parce que ça dénote, Audrey, plusieurs problèmes de société. De un, le non-respect de l'uniforme et le non-respect des femmes. Et ça touche des policières qui ont été tabassées par 4 suspects à Montréal. Oui, à peine un mois. Je vous le rappelle, après le meurtre insensé du policier du poste de quartier 26 à Montréal, 2 policières du même secteur là, qui travaillaient dans le même poste de quartier, qui ont été désarmées, tabassées. Ça s'est passé en fin de semaine passée et c'était pendant une intervention de routine. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, donc un peu avant 2 heures du matin. Ils ont intercepté des individus pour une infraction au code de sécurité routière. Là. Ils étaient 4 sans casque sur une seule et même trottinette électrique. Alors, on est intervenu auprès d'eux et là, dans la foulée de cette intervention-là, les 2 hommes auraient résisté, auraient frappé les 2 policières. L'un d'eux a réussi à désarmer. Ils ont tabassé une policière pour une Christie de trottinette. Ouais, une intervention de routine. Complètement malade, là. Ben, on peut se demander si les gens sont pas devenus un peu trop réactifs, en fait. Ils ont désarmé l'une des agentes, ils se sont emparés de son bâton télescopique. Et là, on ne sait pas si c'est de ce bâton-là dont ils se sont servis pour tabasser les policières. Il y avait 2 jeunes femmes qui accompagnaient les 2 suspects. Elles auraient aussi participé à l'échauffourée, mais de façon un peu plus modérée. Donc, au total, les 4 personnes ont été arrêtées. Il y en a 2 qui ont été accusés. Les 4 ont été libérés. Et ça a choqué notamment la fraternité des policiers. Je lisais les commentaires aussi sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent comment se fait-il qu'elles ont été libérées. On parle de tape sur les doigts, de justice pas assez mordante. Donc, ça a fait énormément réagir. On va se donner la peine de les nommer. Ces 4... Génie. Non, mais tu sais, c'est 4 personnes qui ne respectent pas les femmes et qui ne respectent pas non plus l'uniforme. Mohamed Montassir, 25 ans. Samir Ben Zeraouia, 25 ans. Puis après ça, il y avait 2 femmes avec ces 2 individus-là. Là. Iman Chemouri, 25 ans, et Doha Sakri, 23 ans. Moi, je n'en reviens pas qu'on ait libéré ces gens-là. Hey, tu t'en prends à des policières qui incarnent la loi et l'ordre. Donc, tu n'as aucun respect pour l'autorité, aucun respect pour l'uniforme, aucun respect pour ceux et celles qui servent la société pour nous protéger, pour nous servir. Après ça, tu tabasses des policières. Tu lèves la main sur des femmes. Non, ça marche pas, là. Puis après ça, là, de ce que j'en comprends, sur les 4, il y avait 2 femmes avec eux autres. Wow, c'est le fun, ça. Ils ont participé à ça, visiblement. Une peine exemplaire pour ces gens-là. Mais c'est encore une fois le même problème. Vous voyez, t'sais, là, on en parle, on est indignés entre nous. Après ça, ça se retrouve. Puis je comprends très bien la fraternité des policiers et policières. Je suis à la même place que vous autres là-dessus. Inacceptable. Après ça, là, ça va être dans le système de justice. On les remet en liberté. Plutôt que de passer un message, là, hein, que ça fonctionne pas comme ça, là. On lève pas la main sur les femmes au Québec. Et on lève pas la main non plus sur des policiers et des policières. On a un respect de l'autorité, visiblement. Il va falloir envoyer un message beaucoup plus clair que ça au niveau du système de justice pour rappeler ces valeurs-là. Il y a un dossier, Audrey, sur l'itinérance des femmes âgées qui progresse. J'ai été très touché en le lisant ce matin. Ouais, c'est le Devoir qui rapporte ça ce matin. On parle entre autres de l'histoire de Claudia, non fictif, 59 ans. Elle travaillait dans un magasin Home Depot et en septembre 2025, elle a perdu son emploi puis son appartement. Elle a eu un bref passage en résidence. Elle a eu des ennuis de santé qui l'ont forcée à être hospitalisée pour se faire opérer. Et à son retour début janvier, elle avait perdu sa place. Elle s'est donc retrouvée sans logement,
en plein hiver. Et cette réalité-là de Claudia, c'est celle de nombreuses femmes âgées qui basculent dans l'itinérance. L'organisme Le Chaînon à Montréal accueille des femmes en difficulté et s'alarme de l'âge croissant des résidentes qui intègrent ces ressources. Selon un rapport d'activité 2024-2025, 37% des femmes hébergées par l'organisme ont plus de 50 ans et faute de place, l'organisme doit donc refuser une vingtaine de demandes par jour. C'est énorme. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est là qu'on voit aussi toute la fragilité d'une situation. On dit on est à une ou deux bad luck là, une ou deux soit mauvaise décision. Ouais, mais tu sais, ou des fois, ça peut être une maladie, une malchance, c'est ça, une perte d'emploi, des trucs qui sont vraiment hors de notre contrôle. Souvent, ça s'enchaîne aussi. Tu deviens malade, tu perds ton emploi, tu perds ton appartement parce que tu peux plus payer, tu sais, c'est toute la roue qui tourne. On a reçu l'année passée dans l'émission que j'animais là, des femmes justement à la rue, puis il y en a que c'était vraiment ça à l'âge de 65 ans parce qu'ils ont eu un accident hospitalisé, puis là, deviennent dépendance à la substance. Il y en a beaucoup. Ou de la violence conjugale, c'est arrivé aussi pas mal. Ouais. Scène culturelle, Isabelle, il y a Puff Daddy qui pourrait sortir plus tôt que prévu de prison. Déjà, si on se rappelle, au départ, il était passible de 20 ans de prison. Il y avait plusieurs chefs d'accusation. Finalement, il y en a juste 2 qui ont été retenus, donc condamnés à 4 ans de prison. On sait que la semaine passée, il y a eu altercation avec un co-détenu et il avait demandé aussi son pardon présidentiel. Finalement, il est toujours en prison. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que sa date de libération est devancée pour une 3e fois. Donc, il y a personne qui a confirmé à TMZ puis aux médias américains, mais semblerait qui pourrait sortir le 24 janvier 2028, plutôt que juin. Ça fait 3 fois que ça arrive. Plusieurs se posent des questions. Il y a peu de réponses non plus à ça. Surtout avec la gravité du crime. Déjà, en partant, plusieurs avaient été déçus qu'il n'ait que 4 ans, vu tout ce qui lui était reproché. Et là, malgré le fait qu'on l'a condamné à 4 ans, souvent, on trouve que les États-Unis font mieux que nous. Mais là, finalement, ce sera pas 4 ans total. Là. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses. Parce que pour l'instant, chaque fois qu'on parle de Sean Combs, ou connu sous le nom de Puff Daddy, il y a toujours quelque chose de... On n'a pas toutes les explications. Il y a toujours quelque chose qui se passe autour de ce dossier-là. On ne sait pas trop non plus pourquoi l'altercation la semaine passée. Mais bref, il va sortir plus tôt que prévu. Suivi de dossier, Isabelle, parce qu'en début d'émission, là, tu riais de moi, parce que là je suis dans un magazine cette semaine. Tu m'as pris un peu par surprise là-dessus. Et là, je disais d'entrée de jeu, moi, je vais être très déçu s'il y a 2 personnes qui n'achètent pas ce magazine-là. La première personne, ma mère, bien sûr. Bien sûr. Et la deuxième, Laura de Blainville, une auditrice très précieuse à nous ce matin. Laura, c'est une des grandes fans. Elle t'adore. Son Seigneur des Laurentides, on t'appelle comme ça depuis un bout déjà. C'est grâce à elle. J'ai commencé et elle a continué. Ah oui? C'est grâce à toi? Oui, va me donner le mérite. Mais Laura, elle dit, son Seigneur des Laurentides est exceptionnel. Le Seigneur des Laurentides est intelligent, sexy et fait un travail exceptionnel chez Cube Radio. Est-ce qu'elle va l'acheter le magazine? Je pense que oui. Et puis elle trouve ça très drôle que tu l'aies cité ce matin. Mais il y a Régis, lui, par contre, qui a un bémol sur la photo si vous êtes sur Cube Télé. Régis, il constate. Il dit, hey là, il n'y a pas de boucle dans ses souliers. Là, Régis. Puis là, il est assis tout croche. Puis il n'y a même pas poncho sur sa photo. Misère, les jeunes d'aujourd'hui. D'abord, Régis, j'apprécie vraiment que vous considérez que je suis encore un jeune. Ça, je l'apprécie vraiment à 40 ans, ça fait du bien. Maintenant, ce qu'on appelle des petits mocassins. Régis, là, on va il y a des petits bas? Oui, non, mais j'en ai en dessous des petits bas. C'est juste que vous les voyez pas. Parce que si mes bas dépassaient, là j'aurais eu plein d'autres messages, Régis. T'aurais été un Gen Z. Les jeunes mettent des bas dans les petits. On va se faire une séance de magasinage, Régis, ensemble, vous allez voir.